Salut, bonjour à tous et bienvenue de retour sur la chaîne TFC de French Connection. Je suis Frédéric et aujourd'hui j'aimerais vous présenter un sujet qui a été un petit peu délaissé par les mainstream media mais qui a toute son importance dans l'affaire Epstein. Alors cet épisode sera composé de deux vidéos, une partie 1 et une partie 2. Je les publierai en même temps et sans plus tarder, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Allez, on y va. Beaucoup d'entre nous se demandaient pourquoi Jeffrey Epstein investissait des sommes considérables dans la recherche scientifique et de surcroît maintenait des relations étroites avec le monde de la science, le monde de l'académique. En effet, il sponsorisait des écoles prestigieuses, des écoles comme Harvard, mais aussi des chercheurs comme Joichi Ito, à la tête du Media Lab de l'Institut de technologie de Massachusetts, le fameux MIT. Jeffrey Epstein maintenait des relations, des discussions privilégiées avec des gens comme George Church, qui était un biologiste de réputation mondiale, réputé en tout cas pour ses études sur le génome humain. Nous savions aussi que Jeffrey Epstein avait toujours déclaré qu'il voulait inséminer et semer la race humaine avec son DNA, ou plutôt en français, l'ADN. En fait, il était obsédé par l'eugénisme et l'immortalité. Monsieur Epstein ou Jeffrey Epstein avait attiré dans son entourage, en tout cas, un éventail étincelant de scientifiques de renom. Des gens comme le physicien Murray Gell-Mann, qui était un lauréat prix Nobel, quelqu'un qui avait découvert le quark. Mais aussi le physicien, théoricien et auteur très acclamé Stephen Hawking. La liste est longue et je vais la raccourcir pour vous parce qu'autrement on va y être là toute la journée. Alors il avait le paléontologue et biologiste évolutionniste Stephen Jay Gould, il avait Olivier Sacks, le neurologue et auteur à succès, il avait George Church qui était un ingénieur moléculaire qui a travaillé pour identifier les gènes qui pourraient être modifiés pour créer des humains supérieurs. Eh bien pourquoi pas. Il avait aussi dans son cercle rapproché le physicien théoricien Frank Wilczek de MIT et qui était d'ailleurs un lauréat et un prix Nobel. Vous avez aussi le psychologue très connu, un psychologue cognitif de Harvard qui était Steven Pinker. Steven Pinker d'ailleurs avait déclaré qu'il avait été invité par ses collègues dont Martin Nowak et je crois que l'autre c'était Lawrence Krauss qui l'avait invité chez Epstein en tout cas pour discuter des théories assez folles de Epstein. Une des théories que Epstein d'ailleurs ne se cachait pas de parler en tout cas et de développer, c'était une sorte d'ambition qu'il avait d'utiliser son ranch donc au New Mexico à Santa Fe. Il voulait l'utiliser en fait comme une base où les femmes seraient donc inséminées avec son sperme et donnerait naissance à des bébés Epstein. Il avait d'ailleurs proposé à Virginia Giuffre de porter un de ses enfants. C'est incroyable. Voilà, on terminera en disant simplement que Epstein avait ouvert dans les îles Vierges une entreprise qui s'appelait The Southern Trust Company et cette compagnie, elle aussi, avait été constituée pour faire de la recherche dans le monde de l'ADN. Il avait finalement, Epstein, donné 20 000 $ à l'Association mondiale des transhumanismes qui fonctionne maintenant sous le nom de Humanité Plus. Voilà, en tout cas, je pense que ça vous donne une petite aperçu de l'éventail des relations de Epstein dans le monde de l'académie, dans le monde de la science. Un monde qui a été un petit peu délaissé par le gouvernement américain, qui n'est plus financé comme il l'était dans les années 90 et qui, bien sûr, de surcroît, se doit de trouver des finances pour leurs recherches. Et Epstein est le candidat parfait. Il n'était pas invité dans ces circuits parce qu'il était plus intelligent que vous ou moi ou qu'eux-mêmes, mais il était invité parce que tout simplement il dépensait son argent. Alors dans cette vidéo, nous allons en tout cas continuer à regarder les liens qui avaient été tissés entre les individus, entre les acteurs qui ont joué un rôle important dans la vie d'Epstein et comprendre en tout cas ce qui les unifiait et surtout, plus important, ce qui les influençait. Maintenant, sans aucun doute, la plus coupable des co-conspirateurs de Jeffrey Epstein était bien Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell qui était son amie, mais aussi son ex-petite amie, souvent décrite comme la madame de Epstein. En effet, Ghislaine Maxwell a été accusée, récemment arrêtée, incarcérée à New York pour avoir commis en tout cas des actes atroces. Elle est inculpée par la juge Preska d'avoir
aidé Epstein à obtenir des filles mineures, mais aussi d'avoir participé dans les actes d'abus sexuels. Elle est aussi accusée d'avoir groomé, c'est-à-dire d'avoir conditionné ces jeunes filles en vue d'être trafiquées domestiquement, mais aussi internationalement à Epstein et à son cercle d'influence. Pour comprendre Ghislaine Maxwell, nous devons nous pencher sur son enfance, mais aussi sur l'homme le plus important de sa vie, l'homme qui l'a influencé. Et ce n'est pas Jeffrey Epstein, mais c'est tout simplement son papa, Ian Robert Maxwell. Robert Maxwell était né en 1923. Il était né sous un nom différent. Son nom était à l'époque Ian Ludwig Hohr. Il était né d'un village de Slovaquie, le village de Solodvino. Et il était donc fils d'ouvrier agricole d'une famille respectable juive. Ses parents avaient pris la décision de l'envoyer, lui et son cousin, en 1939, au début de la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient décidé de l'envoyer à Budapest en pensant qu'il y serait mieux en sécurité. Malheureusement, à cette époque, les Juifs étaient ciblés en Tchécoslovaquie pour des raisons d'antisémitisme réel, et Maxwell n'avait pas eu d'autre choix que de s'enfuir pour une ville dans le sud de la France, la ville de Marseille, où il y rejoindra la Légion tchécoslovaque. Peu après, son corps, en tout cas, rejoindra le corps des pionniers, une sorte de force spéciale basée à Liverpool, appartenant à l'armée britannique. En fait, c'était le seul corps d'armée à l'époque qui acceptait des légions étrangères. Pour mieux comprendre les liens qu'il y avait entre le monde du renseignement international et le monde de la recherche scientifique, il nous faut regarder dans les années 1945, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, et la Russie donc contrôle une partie de Berlin. Staline, sa priorité, c'est une rapide industrialisation de l'Union soviétique. Quant aux États-Unis, leur priorité est de contrôler la prolifération des armes, mais aussi d'identifier des chercheurs scientifiques du régime nazi. Les Américains sont très intéressés par les études, les recherches qui ont été faites dans le domaine des technologies de propulsion, mais aussi dans le programme de fusée allemand, le programme V2, géré par Wernher von Braun. Ils sont aussi très intéressés par les études sur l'eugénisme et bien sûr sur l'eugénisme axé sur l'hygiène raciale. Je rajouterai simplement quelques mots sur l'affaire Paperclips. L'affaire Paperclips, c'est les Américains, le renseignement américain qui identifie, capture 1600 scientifiques allemands, nazis, et va les transférer sur le sol américain pour qu'ils puissent continuer leurs recherches simplement pour le compte des États-Unis. Donc, comme vous l'avez certainement compris, l'intérêt pour cette nouvelle science, cette recherche scientifique du régime nazi était vraiment réel et le spying game, c'est-à-dire le jeu d'espionnage, était lancé. Au Royaume-Uni, par exemple, toute cette recherche scientifique émanant de l'Allemagne avait suscité grand intérêt. Le secteur public, mais aussi le secteur privé, investissait lourdement pour avoir mainmise justement sur ces recherches afin de pouvoir développer des nouvelles technologies pour leur pays. C'était en fait devenu un nouveau marché. Donc enfin, nous revenons à nos moutons, nous revenons à Robert Maxwell. Nous sommes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il a pris le temps d'apprendre quelques langues, dont le russe, et certainement en tout cas ses compétences linguistiques ont été la clé de son avancement avec les services secrets, avec les services du renseignement britannique. En 1946, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, Maxwell a été donné l'ordre par les services secrets britanniques de partir en Allemagne afin d'y monter des maisons d'édition à caractère scientifique dont le but était simplement de recruter des scientifiques allemands. Il va de soi qu'ils essayaient de mettre la main sur ces fameuses recherches scientifiques issues du régime nazi, tout simplement. La solution que les services secrets britanniques avaient trouvée à l'époque, c'était tout simplement de prendre une maison d'édition anglaise qui s'appelait Butterworth, qui était en fait une façade de MI6, le CIA anglais, et de l'associer avec une grosse maison d'édition à caractère scientifique, une maison d'édition allemande qui s'appelait Springer. Mon accent est peut-être pas très bon. Très rapidement, le service secret britannique dépêche Robert Maxwell sur Berlin pour s'occuper du nouveau partenariat entre Butterworth et Springer. Ce nouveau partenariat donnera naissance à une nouvelle entreprise qui s'appelle Springer Verlag, qui sera donc une maison d'édition qui sera spécialisée dans les manuscrits scientifiques et plus particulièrement dans les manuels scientifiques.
Tout le monde savait à Berlin que Springen Verlag était bondé d'espions anglais et parmi eux, un certain Frederick van den Heuvel. En 1951, Robert Maxwell prend le contrôle de Springer Verlag, rebaptise l'entreprise et lui donne le nom de Pergamon Press et très peu de temps après, la déménage pour la ramener finalement et la baser à Londres en Angleterre. Pergamon Press deviendra un très grand succès en Angleterre, une des grosses maisons d'édition scientifique au Royaume-Uni. Et Robert Maxwell, des années après, la revendra à Elsevier, un des leaders mondiaux de l'édition scientifique. Quelques années auparavant, Maxwell s'était marié. Il s'était marié avec une Française protestante qui s'appelait Elisabeth Ménard. Tout le monde l'appelait Betty. Et en 1948, il avait changé officiellement son nom pour passer de Jan Ludwig Hoch à Robert Maxwell. En fait, c'était 3 noms, c'était Ian Robert Maxwell. Éventuellement, Robert Maxwell finira par devenir un grand baron de la presse anglaise, axé toujours sur l'édition, la publication, les médias, la communication en général. Plus tard dans sa carrière, Maxwell sera mis en examen pour avoir détourné de l'argent du fonds de pension de retraite des employés, de ses employés du Daily Mirror. Le gouvernement anglais lui demandera de restituer 750 millions de dollars, pas une poignée de billes. Lors d'une conférence de presse très controversée, Maxwell avait été accusé par une maison d'édition qui s'appelait The Hirsch Publishing. Il l'avait en tout cas accusé d'espionnage et d'espion pour le compte du service des renseignements israélien, le Mossad. En effet, à cette époque, de nombreux articles de journaux avaient paru dans la presse britannique dénonçant justement les affiliations de Robert Maxwell avec les agences de services secrets israéliens, mais aussi avec le KGB et beaucoup d'autres pays, y compris bien sûr avec MI6, les services secrets internationaux de la couronne britannique. Peu après, le FBI révélera, en tout cas dans des dossiers qui ont été déclassifiés, que dès 1953, en fait, Robert Maxwell était déjà le sujet d'une enquête du bureau d'investigation américain. Cette enquête du FBI nous révélera aussi qu'un des associés de Robert Maxwell, un certain Kurt Wallensteiner, qui était associé avec lui dans son entreprise Anglo-Continental Exchange, qui était basée en Angleterre, était aussi sous enquête du FBI. Ces deux holubrius passaient énormément de temps derrière le rideau de fer en Allemagne de l'Est, où ils rencontraient régulièrement des membres du KGB, tout simplement pour faciliter des échanges commerciaux, mais aussi des communications à teneur politique, scientifique, mais aussi stratégique. Tout simplement, les Russes voulaient savoir ce que l'Allemagne de l'Ouest faisait, mais aussi ce que l'Angleterre, les États-Unis, la France faisaient. Alors très rapidement, laissez-moi vous démontrer en quelques minutes, en tout cas que tout ce que nous avançons, ce ne sont pas des théories, mais ce sont bien des faits, que ce sont des faits qui sont documentés, et je vais vous présenter succinctivement, en tout cas, les documents du FBI qui avaient été déclassifiés concernant justement l'enquête sur Robert Maxwell et Kurt Wallensteiner. Voilà tout d'abord un premier document déclassifié du bureau d'investigation fédéral, le FBI, c'est le bureau de New York. Comme vous voyez, donc Ian Robert Maxwell. Au milieu, nous voyons la date 5/13/1954. Ce document, cette première page décrit simplement l'interaction entre Maxwell et les gens derrière le rideau de fer, c'est-à-dire le KGB, mais aussi des hommes d'affaires. La raison est simple, Robert Maxwell et son partenaire Kurt Wallensteiner veulent vendre leurs éditions, leurs publications qui a été traduit en russe, beaucoup d'informations sur les technologies développées par les nazis. Les Russes sont intéressés, mais en retour, ils veulent des informations sur l'Ouest, sur l'Allemagne de l'Ouest, les États-Unis, l'Angleterre. Ils veulent savoir ce qui se passe, ils veulent savoir s'il y a des plans et s'il y a des stratégies pour en tout cas antagoniser la Russie, l'Union soviétique à l'époque. Voilà pour la première page. Alors cette deuxième page, c'est une page un petit peu plus accablante. C'est toujours dans le même dossier d'enquête du FBI. En quelques mots, il dit simplement, le FBI dit que ces informations en tout cas ont été récupérées par des enquêteurs, des agents qui ont donc juridiction de l'autre côté du rideau de fer, mais aussi des informations accablantes décrivant en tout cas la relation Wallensteiner et Ian Robert Maxwell de la compagnie Anglo-Continental Exchange en Angleterre.
eh bien, tout simplement, ils sont recrutés par le KGB pour des raisons d'espionnage. Ça ne peut pas être plus clair que ça. C'est pour ça que quand les gens disent que oui, oh, c'est un peu du complot, etc., c'est les dossiers du FBI, c'est les résultats d'enquête du FBI. Voilà, je ne peux pas vous dire plus, je crois que ça ne peut pas être plus clair que ça. Voilà, donc je pense que ça démontre en tout cas un petit peu, ça nous aide à mieux comprendre le personnage, le Robert Maxwell, cet espion multicarte qui travaillait pour les plus preneurs, tout simplement, vendait ses informations. Je pense qu'il a fait énormément d'argent comme cela. Sans oublier sa relation avec l'élite russe, l'élite soviétique, ainsi que le KGB, qui l'utilisait en tout cas pour tout simplement acheminer des sommes assez extraordinaires vers le Liechtenstein. Et je pense que c'était en tout cas la première introduction de Maxwell au monde du blanchissement d'argent. Par la suite, et pour finir, Maxwell a travaillé d'arrache-pied en tout cas pour rebâtir les relations entre l'Israël et la Russie, mais il a aussi été connu et souvent dénoncé pour son implication dans le blanchissement d'argent des contrats de vente d'armes entre l'Israël et l'Iran. Dans les années 1980, l'Irak de Saddam Hussein commence une incursion dans certains des territoires iraniens. L'Israël voit ça d'un très mauvais œil, décide d'aider les Iraniens. Une vente d'armes, un contrat d'armes en tout cas est signé et Robert Maxwell sera en charge en tout cas d'articuler ce contrat. On pense d'ailleurs que c'est une des raisons aussi pourquoi sa fortune était tellement grosse. On pense qu'il s'est énormément enrichi sur ce contrat d'armes. Il avait été vu pour la dernière fois sur son yacht de 55 mètres, le Lady Ghislaine, qu'il avait nommé en l'honneur de sa fille. C'était un yacht d'ailleurs qu'il avait acheté au frère de Adnan Khashoggi, le fameux marchand d'armes saoudien. Maxwell avait donc été retrouvé flottant près des côtes des îles du Canary, dans les eaux territoriales espagnoles, dans l'océan Atlantique. Today, the crew of the Lady Ghislaine are still in Tenerife, waiting for the results of the autopsy on Robert Maxwell. In November 1991, the body of tycoon Robert Maxwell was recovered from the Atlantic. He had fallen overboard from his own luxury yacht. Maxwell was flown to Jerusalem for a grand funeral. It was the end of a rags-to-riches story that began with him selling potatoes off a cart in Czechoslovakia and ended with him owning a global media empire. But then the truth came out. Outside Westminster, victims of Robert Maxwell's pension fraud. Maxwell was a crook. He had stolen hundreds of millions of pounds from his employees' pension fund. But was this simply evidence of a desperate man drowning in a sea of debt, or of a psychopath in the boardroom? Et maintenant, si vous voulez bien, jetons un coup d'œil rapide sur l'empire de Robert Maxwell. Voilà, donc un document qui résume tout simplement les investissements, les affaires de Robert Maxwell. On appelle ça l'Empire Maxwell. Alors, un document en 3 parties, 3 colonnes en tout cas. À gauche, vous avez Maxwell Communication Corporation. C'est tout simplement le groupe de compagnies que Maxwell, en tout cas, avait des intérêts. Et je vous laisserai poser la vidéo pour regarder un petit peu plus ce qu'il faisait, avec qui il travaillait. La colonne centrale, c'était tout simplement ses intérêts privés. On sait qu'il utilisait énormément la compagnie Robert Maxwell Group pour investir, des investissements d'ordre privé, puisque vous voyez sur le deuxième point, Lady Ghislaine. Lady Ghislaine étant tout simplement le yacht qu'il possédait. La troisième colonne, c'est 54%, donc Stake in Mirror Group Newspapers. Donc c'est simplement tous ces quotidiens, tous ces journaux qu'il vendait. Et il avait des stakes dans toutes les entreprises que vous voyez ici. Et puis pour finir, donc en bas à droite, simplement un petit diagramme pour expliquer comment son groupe fonctionnait, les pourcentages, qui prenait quoi, assez intéressant. Et bien sûr, tout à fait sur la colonne de droite, vous voyez Maxwell Fondation. Tout simplement parce que pour optimiser les tasks, il n'y a rien de mieux que d'une fondation. Voilà, ça sera tout pour ce document. Alors bien sûr, je vais dans tous ces détails, peut-être vous vous demandez pourquoi, mais en tout cas, une des raisons les plus importantes pourquoi je vous présente ce caractère de Robert Maxwell, c'est tout simplement pour que vous puissiez comprendre l'univers dans lequel, en tout cas, Ghislaine Maxwell a grandi, avec un papa extrêmement fortuné, avec des relations
internationale, que ce soit avec les politiques, les économiques ou les services de renseignement internationaux. Tout de suite, nous allons regarder en tout cas un certain nombre de déclarations d'un monsieur qui s'appelle Harry Ben Menaché. Harry Ben Menaché, c'était tout simplement un haut dignitaire du renseignement israélien. C'était quelqu'un qui était en tout cas vu comme l'instructeur, en tout cas, la personne qui prenait soin de Robert Maxwell, plus particulièrement à l'époque de ce contrat d'armement de l'Iran. Alors, si on doit parler de Harry Ben Menaché, c'est vrai que je peux que vous recommander de lire son livre. C'est un livre qui s'appelle The Profit of War. Alors, je pense qu'il a été traduit en français. C'est un livre qui s'appelle Le profit de la guerre, tout simplement pour décrire en tout cas le climat des échanges et des ventes d'armes entre l'Israël et l'Iran, et en tout cas toutes les manigances et les informations qui décrivent en tout cas ce genre de contrat. Et je pense que c'est un livre très très intéressant pour ceux qui sont intéressés en tout cas à comprendre comment les services de renseignement internationaux coopèrent et fonctionnent. En effet, dans ce livre, Harry Ben Menaché nous révèle que lors de ce contrat de vente d'armes entre l'Israël et l'Iran, il y avait deux caisses noires, une qui appartenait à l'Israël et l'autre qui appartenait à la CIA. Chacun de ces fonds avait 600 millions de dollars. C'est pas du petit argent qu'on parle ici. De par ailleurs, nous apprenons dans ce livre et à travers Harry Ben Menaché que Menaché était lui-même le signateur de ces deux caisses noires. Et il nous dit aussi que Robert Maxwell l'avait approché et avait approché Yashir Shamir, qui était le premier ministre israélien entre 1986 et 1992, et qu'il avait demandé à Yashir Shamir tout simplement de pouvoir utiliser ces caisses noires pour pouvoir lever des fonds dans le but tout simplement de développer, d'étoffer son empire de l'édition. Le mec, il était gonflé quand même, hein. Alors le gouvernement israélien, les services de renseignement israéliens n'avaient aucun problème à avancer ces fonds, ces garanties à Robert Maxwell, mais comme je vous l'ai dit, donc il fallait demander une autorisation à la CIA pour s'assurer en tout cas que ceux-ci avaient leur accord. Et la personne qui éventuellement donnera l'accord au gouvernement israélien et aussi donc à Robert Maxwell, eh ben, ça sera un certain sénateur, le sénateur John Tower. Bien sûr, dès que John Tower a donné l'autorisation à Maxwell d'utiliser ses fonds en tant que garantie, Maxwell a pu soulever en tout cas des centaines de millions de dollars avec un tel collatéral. Ça lui a permis en tout cas de développer son empire. Il a commencé à acheter des journaux, des magazines, il est même allé jusqu'en Australie pour essayer de développer son édition, mais le gouvernement savait qui il était, pour qui il travaillait, et l'a jeté dehors. Harry Ben Menaché nous apprend aussi que les garanties de prêt qui avaient été accordées à Robert Maxwell devaient être renouvelées tous les 3 mois. Jusqu'à présent, l'argent circulait à travers les entreprises de Maxwell, il n'y avait aucun problème, les paiements étaient faits, les garanties étaient là. Malheureusement, en 1991, le nouveau directeur de la CIA, Robert Gates, prend ses fonctions. Nous sommes en 1989, l'argent de ces caisses noires a généré énormément d'intérêt. Chaque compte maintenant représente 710 millions de dollars, et ce qui représente une somme totale à peu près de 1,5 milliard à disponibilité du CIA et du gouvernement israélien. La CIA et le gouvernement israélien décident de bouger cet argent-là, mais va la bouger sans utiliser les entreprises de Robert Maxwell. Et c'est là que les problèmes commencent pour Robert Maxwell. Dans le livre de Harry Ben Menaché, nous apprenons que le gouvernement israélien avait conclu un accord en août 1991, un accord visant à transférer le contrôle des fonds à Robert Maxwell. Alors, ces fonds étaient éventuellement à leur tour censés être reversés aux Américains, à la CIA. Malheureusement, Maxwell a toujours renié cet accord. Alors certains vous diront, c'est la théorie en tout cas de Harry Ben Menaché, que Maxwell a certainement été liquidé par la CIA, tout simplement. En tout cas, ça leur donnait une bonne raison de se débarrasser de lui. Ma théorie à moi, c'est que c'était un accord bilatéral. Je pense que Maxwell avait des gros problèmes d'argent. Je pense qu'il commençait à chanter, à faire un peu du chantage. Et je pense qu'en accord, la CIA et le Mossad a décidé de se débarrasser de lui. C'est une allégation, personne n'a les preuves de toute façon. Mais en tout cas,
Je pense que ça fait beaucoup de sens. Voilà, donc je pense que je n'ai pas besoin d'en rajouter pour vous démontrer que Bob Maxwell, le Robert Maxwell anglais, était un espion multicarte. Il a fini enterré à Jérusalem, en Israël, avec des funérailles posthumes dignes d'un chef d'État. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de vérifier, de comprendre l'importance que Robert Maxwell a eue pour le Mossad et pour les services d'intelligence israéliens. Mais aussi les autres, il ne faut pas les oublier. Voilà, donc je vous remercie de nous avoir suivis pour cette première partie. Je vous invite à suivre notre deuxième partie. Une deuxième partie où nous allons examiner le trio Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein et Robert Maxwell. Un trio détonnant. 2 finiront suicidés, la fille finira derrière les barreaux. Certainement, je pense qu'il y a énormément à dire et cette deuxième partie va couvrir en tout cas beaucoup d'aspects de leur relation. Voilà, si vous avez aimé le contenu de la vidéo, n'hésitez pas à nous aimer, à appuyer sur la petite clochette qui va bien et puis pourquoi pas nous suivre. En tout cas, je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie. Ciao!